Le 11 avril 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La Symphonie fantastique sous le titre Musique et romantisme, texte intégral. Entre toutes les vies d'artistes, l'une des plus singulières et qui échappe le plus parfaitement aux chromos du genre est sans doute celle d'Hector Berlioz. Nous la connaissons dans ses moindres détails grâce au livre aussi captivant qu'érudit de M. Adolphe Beauchot. Il y a certainement des existences plus toniques, celle de Balzac par exemple, des hommes tels que Wagner ou Rembrandt, qui n'ont pas connu une adversité moindre et qui l'ont supportée plus virilement. Durant ces 15 dernières années, Berlioz, rongé par la misanthropie, la maladie, les déboires de tout genre, fut aux 3/4 perdu pour la musique. La stupide bourgeoisie française de son temps, celle d'aujourd'hui la vaut bien, en fut d'ailleurs grandement responsable. Mais avant ce crépuscule amer, quel pittoresque, quelle humeur fantasque, quel cœur déréglé. En retrouvant ce grand homme à travers les pages fidèles et colorées de Beauchot, on se dit qu'il ne dut pas être tous les jours un compagnon amène. Mais cette irritabilité, ces foucades transfigurées nous donnèrent les merveilleuses mélodies de la fantastique, le rythme nerveux de la danse des follets, le scherzo de la reine Mab. Je disais l'autre semaine ma surprise devant le résumé du scénario de la fantastique que la Continentale avait bien voulu me communiquer. Quand on connaît les 100 traits si cocasses de la biographie berliozienne, son faux suicide, ses fugues, ses enthousiasmes, ses idylles romanesques, on est évidemment assez déçu de voir cet orage ramené aux proportions correctes et traditionnelles de la continuité cinématographique. Donnons une idée de l'adaptation. Berlioz fut marié 2 fois. La première, ce fut avec Harriet Smithson, une actrice irlandaise qui eut un éphémère succès dans le rôle d'Ophélia, pour qui Berlioz s'enflamma et dont il devint l'époux trop tard, lorsqu'elle n'était déjà plus qu'une comédienne sur le retour, épaissie, dolente et maussade. Quand elle fut à demi paralysée par la graisse et la maladie, Berlioz prit pour maîtresse une cantatrice espagnole du nom de Maria Reccio, ardente sans doute, mais vindicative, d'une jalousie morbide, bref, odieusement collante, et non moins fermée que la pauvre Harriet au génie de son illustre compagnon. La fameuse romance « Reviens, reviens ma bien-aimée » fut bien orchestrée pour elle, mais pour la calmer après une évasion qu'avait tentée Berlioz, infructueusement d'ailleurs, puisque la bien-aimée le rejoignit, furibonde, 3 relais de poste plus loin. Le scénario charge Harriet Smithson, que l'on voit quittant le domicile conjugal, tandis qu'il invente une amante idéale de Berlioz, une autre Maria, cantatrice elle aussi, mais sous l'aimable aspect de mademoiselle Renée Saint-Cyr, ange de douceur et de fidélité. Avec de telles retouches, la vie de Berlioz perd incontestablement beaucoup de son relief. Nous revenons au classique Keepsake, où l'artiste est représenté comme une sorte de convulsionnaire à qui le vent, ouvrant impétueusement les carreaux de sa mansarde, dicte les thèmes de ses symphonies. Cependant, à la réflexion, on reconnaît qu'il était difficile de montrer Berlioz tel qu'il fut, avec sa malchance permanente, l'incompréhension tenace des femmes, des officiels, des auditeurs à son endroit, sans dérouter le public. C'est, encore une fois, la différence capitale du livre et de l'écran. Le livre permet de préciser des nuances de caractère qui donnent une vérité intense à la narration, mais qui deviendrait au cinéma fastidieuse. Il ne faut donc pas demander trop de scrupules au scénariste d'une grande biographie cinématographique. Il me semble simplement que l'on aurait pu cueillir dans les souvenirs berlioziens davantage d'anecdotes véridiques, plus savoureuses que celles qui ont été inventées. Mais c'est assez nous occuper du texte quand il y a les images,
qui sont beaucoup plus importantes que lui. Leur auteur, Christian Jacques, après avoir accompli des besognes de faible intérêt, a révélé tout à coup son talent avec L'Enfer des anges. Ce talent nous apparaît sous un aspect nouveau et plus large avec la symphonie fantastique. Christian Jacques s'y trouvait aux prises avec un double problème, celui du film historique et celui du film musical. Il a résolu l'un et l'autre avec la même habileté. Le Berlioz du canevas est falot, mais celui des images est véridique. À travers toutes les conventions qu'imposait le récit, l'auteur a su faire revivre la bohème Jeune France de 1830, la mansarde, les cafés où l'on préparait la bataille d'Hernani, le Paris des crinolines, le délicieux Montmartre des déménagements à la cloche de bois, dont quelques photographies sont composées avec le charme des estampes d'époque. Il a surmonté très aisément la difficulté qu'il y a à se mouvoir dans un monde de coulisses, de théâtre, de concerts, sans que le spectateur puisse en éprouver la moindre monotonie. Au contraire, il nous a fait participer, autant qu'il le pouvait, au grand tournant de Berlioz, la lutte contre les sourds, abonnés de l'opéra, du conservatoire, critiques, bourgeois, confrères, éditeurs. Christian Jacques a trouvé un collaborateur précieux dans la personne de Jean-Louis Barrault. Ce jeune comédien était désigné pour le rôle de Berlioz. Physiquement, il est presque son sosie. Comme il n'est pas sot non plus, il a su pénétrer le caractère de son personnage, épouser ses humeurs fantasques. Ses tics eux-mêmes lui servent pour faire revivre le Berlioz satanique et volcanique, nerveux, exalté, à l'imagination bouillonnante, quelque peu cabotin, profondément malheureux dès que la vieillesse survint et changea en hypocondrie ses fureurs. Christian Jacques et Jean-Louis Barrault nous font vraiment reconnaître Berlioz. Dans son paletot sac avec ses deux favoris, sa crinière tumultueuse sous le chapeau tromblon, dans les brumes d'automne aux rives de la Seine ou à Saint-Pétersbourg, électrisant une armée de choristes et d'instrumentistes. Entre chaque page de cet album berliozien, il y a encore la musique du grand dauphinois. Quelques éminents spécialistes feignent de la dédaigner. Il est encore plus inélégant dans certains milieux de citer Berlioz que de citer Wagner. On vous parle avec des mines dégoûtées des mauvaises basses de Berlioz. Je veux bien qu'elles ne valent pas celles de plusieurs Tartampions. Mais la mauvaise basse ressemble fort aux fautes de syntaxe que les grammairiens reprochent à Balzac, à Stendhal et à Proust, aux fautes de dessin qu'on relève chez Delacroix, Corot, Van Gogh et Renoir. Je constate surtout que les puristes, écœurés par ces mauvaises basses, n'ont jamais été fichus d'inventer un thème qui s'arrête à 10 minutes dans notre mémoire, encore moins de le développer durant 5 mesures. Ce qui est malgré tout infiniment plus important que les mauvaises basses, c'est que Berlioz est, avec Bizet, le plus grand inventeur de mélodies du XIXe siècle français. J'écoutais l'autre jour l'irréprochable retransmission de la damnation de Faust par Radio Paris, sous la baguette de Jean Fournet, avec Etcheverry, Georges Joual, la chorale Émile Passani. Certes, une aussi remarquable exécution rafraîchit singulièrement une œuvre, mais détachons la damnation de Faust de toute circonstance. Quelle jeunesse, quelle vitalité dans ces refrains d'étudiants, de soldats, de pochards, quel délicieux mélange de la truculence, de la sensualité et de la poésie. Le film de Christian Jacques fait une place considérable à la musique, remarquablement bien incorporée à la trame des images. On ne vit jamais en France, dans un studio, un pareil déploiement de masse orchestrale et chorale avec un tel souci de perfection acoustique. Le public le plus indifférent à l'art des sons écoute, médusé. Lorsqu'à la fin du film retentissent les prodigieuses fanfares du Requiem, un frisson court dans la vaste salle. Bien des spectateurs étaient venus au cinéma pour digérer. Le souffle de la grandeur a passé sur eux à l'improviste.
et ils en ont été bouleversés. Ils éclatent en applaudissements. Cela compense bien des films de messieurs Pierre Caron et André Hugon. Autour de Jean-Louis Barrault, on voit une interprétation nombreuse et brillante. Madame Lise de Lamare, Mademoiselle Renée Saint-Cyr, qui est charmante, Jules Berry et Louis Salou. On en retiendra surtout la très bonne composition de Bernard Blier. Ce jeune comédien n'avait guère créé au cinéma jusqu'ici que des silhouettes. L'occasion vient de lui être donnée de montrer son talent dans le personnage d'Antoine Charbonnel. Ce Charbonnel, dans la vraie biographie de Berlioz, ne fit guère que passer. On a beaucoup développé son rôle. C'est tant mieux, car Bernard Blier y est savoureux, naturel, sensible. Un simple détail, il n'a pas encore très bien le contrôle de ses mains. Il gesticule un peu trop. Il lui sera facile d'y remédier.